Benjamin de Bercé, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter le programme BetaGouv et plus particulièrement le programme d'intrapreneuriat qu'on porte depuis le début. Je suis entouré de 5 intrapreneurs ou anciens intrapreneurs, donc Héloïse, Nathalie, Guillaume, Marine et Manon. Et on va commencer cette session par juste vous présenter rapidement le programme BetaGouv et pourquoi le programme d'intrapreneuriat est important à l'intérieur de ce programme. Et ensuite, chacun pourra présenter un peu son parcours et ce qu'il a fait en tant qu'entrepreneur. Puis on passera à un peu à une table ronde et des questions-réponses et on vous invitera aussi à poser des questions. Voilà un peu pour le programme. Bon, ça, c'est une photo de moi, mais vous me voyez déjà. Du coup, pour vous présenter BetaGouv. Donc, BetaGouv, c'est un programme de l'administration qui a été lancé au départ par la direction interministérielle du numérique et qui partait d'une idée ou de ce qu'on a dit un pari, qui a été de dire, en fait, l'administration aujourd'hui doit intégrer une approche servicielle dans toutes ses politiques publiques afin de faire que ces politiques publiques aient plus d'impact. Bon, on peut aller débattre sur la pertinence du mot impact, mais l'idée derrière, c'était de se dire, globalement, aujourd'hui, on développe des politiques publiques, mais parfois, elles loupent le coche ou elles n'atteignent pas totalement leurs objectifs parce qu'il manque cet aspect serviciel. C'est notamment, par exemple, quand on pense au problème du non-recours aux aides. En fait, on développe des aides qui pourraient être utiles, mais comme on ne les met pas en mode serviciel, finalement, des personnes ne vont pas demander ces aides. On a plein d'autres exemples. Et pourquoi ça a commencé à la direction interministérielle du numérique ? C'est pas forcément logique, c'est globalement parce qu'aujourd'hui, énormément de services sont outillés numériquement. Donc il y a un besoin de numérique, mais ce besoin, c'est qu'un outil. On insiste largement là-dessus, et ça peut être un disclaimer pour toute cette présentation, c'est globalement le numérique, là, ce qu'on va vous parler, on ne va pas vous parler d'IA, on ne va pas vous parler de blockchain. Généralement, nous, quand on utilise du numérique, ce n'est pas des technologies incroyables, c'est souvent des choses assez basiques, mais ce qui est important, c'est justement tout l'aspect serviciel qu'on met autour. Alors, ça n'allait pas forcément de soi d'intégrer une approche servicielle dans l'administration. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on doit faire face à 3 défis, et en particulier dans le numérique. Tout d'abord, un défi qu'on appelait le défi de l'exécution. Alors, c'est un peu dommage et ce n'est pas très glorieux pour nous en tant qu'administration, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de projets qu'on n'arrive pas à faire, qu'on lance. C'est des énormes projets et qui, quand ils aboutissent, ont eu des forts glissements budgétaires ou des forts glissements calendaires. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. Ou sinon, vous pouvez toujours taper Louvois sur Google et vous verrez des choses très drôles sur ce qu'on est capable de rater. Où ? Géode. Apparemment, on en a quand même pas mal en stock. Aujourd'hui, donc globalement, on a quand même 48 grands projets qui ont un budget moyen de 77 millions d'euros. C'est assez énorme et c'est des choses qui, aujourd'hui, on a un peu des gros paquebots, on n'arrive pas forcément à les exécuter. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a pour développer des services. Le second, c'est un défi de la finalité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé le service, on a réussi, eh bien, en fait, finalement, le service, il n'est pas si utile que ça. Il n'arrive pas à toucher son but. Et du coup, en fait, on va développer des services, mais qui ne sont pas forcément utiles. Pensez potentiellement au dossier médical partagé. Est-ce que des personnes avaient utilisé le dossier médical partagé ? Eh bien, ça a coûté 500 millions d'euros. Voilà. Donc, vous pouvez être ravis. Mais personne ne l'a trop utilisé. Donc, on a réussi à le faire, ce dossier médical partagé, mais il n'a pas été utilisé. Donc, on a un gros problème aujourd'hui pour finalement se dire que les outils qu'on développe sont réellement utiles, ont finalement un impact. Et puis, il ne faut pas se mentir, on a aussi beaucoup d'outils qui sont développés juste pour des effets de com. C'est ce qu'on a pu appeler aussi le problème des cimetières de .gouv.fr où finalement on développe des sites, mais c'est juste pour faire une communication. Un communiqué de presse aurait pu le remplacer. Donc défi de l'exécution, défi de la finalité. Et un autre défi et un défi qui concerne l'administration, mais aussi plein d'autres institutions, qui est le défi de la compétence. Tout d'abord parce que traditionnellement, l'administration... on a embauché des ingénieurs, des comptables ou des juristes, mais pas des personnes qui savent faire des services, et encore moins des personnes qui savent faire des services numériques. Exemple très basique, il n'y a pas de concours de designer, il n'y a pas de concours de développeur dans l'administration. Donc on a un défi en fait d'intégrer ces compétences, de les recruter. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas forcément que des compétences développeurs, designers, mais c'est aussi des compétences managériales. L'administration a une tradition très pyramidale et très hiérarchique qui, aujourd'hui, ne correspond pas nécessairement au développement
des services, à ce qu'il faut pour développer des services. Et enfin, le troisième élément du défi de la compétence, c'est le fait que c'est pas forcément hyper sexy l'administration. Alors bon, on vous dit ça, on est tous agents publics, donc on n'y a pas cru, on a trouvé nous ça un peu sexy, mais en vrai, c'est pas forcément le premier truc qui attire quand on va chercher des personnes qui savent faire des services. Donc il y a un problème d'attractivité. Donc face à ces trois défis, quand on a lancé le programme BetaGouv, on s'est dit on va essayer de résoudre ces défis. On ne pense pas qu'il y a juste le privé qui peut faire des services. C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, on s'est appelé des startups d'État. C'était un peu pour dire, nous aussi, on peut faire aussi bien que le privé, on va même faire mieux, parce que nous, on a un impact social, ce que n'aura jamais le privé. Et du coup, on a développé une approche, c'est vrai, et qui est un peu de dire, il faut toujours, pour réussir, pour qu'on arrive, nous, un peu à changer tout ça, il faut qu'on parte du terrain. Et partir du terrain, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire qu'il faut que tous les services qu'on développe, et c'est un peu pour répondre au défi de la finalité, il faut qu'ils changent réellement la vie des usagers. Alors, je vous ai mis différents types d'usagers, et là, je vais tenter d'utiliser de manière pertinente cet ordinateur. Donc, les usagers peuvent être très différents. Tout d'abord, les usagers, ça peut être des particuliers. Et donc, c'est dans le cadre du programme BetaGouv, c'est l'un des plus anciens, qu'a été développé Pix, qui vient aider en fait toutes les personnes à évaluer et à essayer d'améliorer leurs compétences numériques. Ça, c'est toutes les personnes particulières. Et tous les sites, tous les services qui ont été développés dans BetaGouv ont une attention particulière à ce qu'on appelle aux statistiques. C'est-à-dire que ce n'est pas beau de juste dire « Tiens, on veut être sûr qu'on développe quelque chose ». Enfin, nous, on fait attention à l'usager et on veut changer vraiment la vie des usagers. Il faut quand même le mesurer, au-delà de le dire. Et donc, tous les sites qu'on développe, tous les produits, ont ce qu'on appelle des pages statistiques qui montrent, et j'aurais dû la charger avant, celle-là, qui montrent en fait leurs indicateurs d'impact et qui disent s'ils ont réussi ou non à toucher leurs usagers et à changer réellement leur vie. On a développé aussi pour les entreprises. Donc là, je vous prends l'exemple de Track Déchets. C'est un produit qui permet de gérer toute la traçabilité des déchets dangereux. Donc les déchets dangereux, c'est typiquement votre téléphone. Enfin, si vous ne le savez pas, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Avant, on ne pouvait pas faire la traçabilité de ces déchets et c'était un problème pour les entreprises parce qu'elles avaient l'obligation légale de faire cette traçabilité. Et on a développé un outil qui, avec les entreprises, permet aujourd'hui, nous, en tant qu'État, de s'assurer que les déchets sont bien traités et les entreprises de bien, elles, traiter leurs déchets. En dehors des entreprises, on aide aussi les associations. Donc il y a Immersion Facilité dont vous parlera Nathalie, mais il y a aussi, par exemple, Dora, qui aide les personnes qui gèrent toute l'insertion par l'économie à connaître tous les dispositifs qu'il y a autour d'eux. Et aujourd'hui, donc normalement, là, il y a la page stat. Vous avez le nombre de services qui sont référencés sur Dora et le nombre de personnes qui utilisent ce service. Le troisième type d'usager qu'on aide, ça va être aussi les agents publics. On est aussi à disposition des agents publics. Et là, donc, c'est la base d'adresse nationale qui a permis notamment aux maires de beaucoup plus facilement référencer leur voirie. Alors, ça peut paraître pas forcément si utile que ça de référencer sa voirie et de référencer les adresses sur sa voirie. Mais en fait, c'est bête, mais le fait qu'un maire puisse gérer sa voirie, ça lui permet de s'assurer que sur tout son territoire, les pompiers peuvent venir. Parce que si vous n'êtes pas référencé dans la base d'adresse nationale, un pompier, il est appelé pour intervenir, il ne peut pas y aller parce qu'en fait, il ne sait pas sur son GPS où c'est. Donc, c'est des petites choses. On a développé en fait, tous ces services qui, aujourd'hui, arrivent, on considère concrètement, à changer la vie des personnes. Donc ça, c'était le premier élément pour nous où on s'est dit comment on peut changer la manière de faire les services dans l'administration. D'abord, on essaye de changer la vie des gens. Le deuxième, c'est il faut que ça soit constamment livré. Traditionnellement, l'administration, elle va vous faire un projet, il va sortir dans 10 ans. Nous, chez BetaGouv, un projet, il sort dans 3 mois. Alors, il n'est pas beau, il est réellement imparfait, c'est un MVP, donc un produit minimum viable, mais au moins, il sort, et il a des premiers usagers à 4 mois. L'idée, c'est de se dire, c'est pas grave si on est imparfait, mais au moins, on va tester directement pour voir que ce qu'on a fait, est-ce qu'on va à peu près dans la bonne direction ou est-ce qu'on est en train de totalement se planter. C'est globalement ça l'utilité, et progressivement, on va l'améliorer. Tous les 6 mois, on va faire ce qu'on appelle un comité d'investissement. L'idée, c'est de se dire que les administrations qui viennent financer ce service, tous les 6 mois, elles regardent les résultats de ce service, donc l'impact, est-ce que ça change ou pas réellement la vie d'usager. Et si on voit que c'est plutôt positif, que c'est un bon potentiel, on décide de refinancer ou non. Et donc, ça permet aussi d'éviter de financer pendant 15 ans quelque chose et après de se dire, en fait, ça ne servait à rien. Le dernier élément sur le côté constamment livré, c'est le fait que tout ça, on arrive à le faire parce qu'on ne cherche pas à être parfait dès le début.
Et ça, même sur le fait d'accepter de ne pas être parfait dès le début, ça ne veut pas dire non plus qu'on fait n'importe quoi. C'est souvent ce qu'on nous reproche. On suit quand même des standards, c'est simplement qu'on suit des standards de manière graduée. Typiquement, par exemple, si on regarde la sécurité, on ne va pas avoir la sécurité la plus forte dès le début, parce qu'on va avoir 2 usagers, donc même si on se fait braquer notre outil, ce n'est pas si grave que ça. On va avoir une bonne sécurité, mais ça ne va pas être la meilleure. Par contre, quand on a un outil comme Pix qui s'est largement développé, là, la sécurité devient beaucoup plus importante. Donc notre sécurité s'adapte à l'évolution de notre outil, mais ça nous permet du coup de ne pas bloquer la livraison de notre outil aux usagers. Le troisième élément, et qui est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le fait que si on veut réussir, il faut encore partir du terrain, et ça part des agents publics. Il faut pouvoir remettre en responsabilité les agents publics. Ce qu'on s'est aperçu dans l'administration, c'est qu'avec toute la chaîne hiérarchique, avec le fait qu'on a de moins en moins de personnes dans les services déconcentrés, finalement, on a déresponsabilisé de plus en plus ces agents publics, on leur a donné de moins en moins la capacité d'eux-mêmes développer des services publics. Aujourd'hui, nous, pour développer tous les services dont je vous ai parlé, on est toujours parti d'un agent public de terrain, ou s'il y avait eu une commande ministérielle, on l'a redonné à prendre en responsabilité par un agent public de terrain. L'idée, c'est de se dire que le problème, c'est clairement pas à moi, à la direction interministérielle du numérique, à Ségur Paris 7e, qui va le connaître. Et c'est de se dire, c'est la personne qui, elle, est dans une mission locale, qui va beaucoup mieux le connaître que moi, et elle est beaucoup plus à même d'essayer de comprendre ce problème, de comprendre ses usagers et d'essayer de développer le service. Et c'est pour ça qu'on a développé un programme d'intrapreneuriat. Autour de cette personne, évidemment, elle ne peut pas agir toute seule. On constitue une équipe qu'on appelle une équipe produit, avec, alors j'ai ici toutes les compétences qu'il y a, mais je pense que vous devez les connaître généralement. Et cette équipe, en fait, on fait beaucoup plus un pari sur elle que sur le produit au final. C'est-à-dire qu'on part avec un agent qui devient un entrepreneur de service public, et c'est sur lui qu'on va parier pour développer un service qui, à la fin, va être utile. Mais vu qu'il se confronte constamment au terrain, ça se trouve, son idée de début, il va totalement la changer. En revanche, nous, on pariera toujours sur cette personne. Et c'est le fait que nous, dans notre programme, l'humain, alors ça va faire très l'humain d'abord, hein, mais l'idée, c'est de se dire que c'est quand même en partant des équipes qu'on va largement mieux réussir à construire des services pertinents. Donc ça, c'est le grand point. Pourquoi le programme d'intrapreneuriat qu'on a développé, enfin un peu le pont, est vraiment au cœur de notre démarche? C'est parce qu'il arrive à correspondre un peu aux 3 défis dont je vous ai parlé au début. Le premier, qui est le défi de l'exécution. Ce qu'on s'est aperçu, c'est pourquoi les grands projets n'arrivent pas à être développés. C'est d'abord parce qu'en fait, il n'y a personne qui est dédié à porter ces projets. Aujourd'hui, on différencie, je ne sais pas si vous êtes familier de cette manière de faire, mais on a souvent des maîtrises d'œuvre, donc MOE, qui passent des commandes à des maîtrises d'ouvrage, donc des MOA, pour ceux qui connaissent ce jargon-là. Et globalement, il n'y a pas d'implication. C'est juste, tiens, j'écris un cahier des charges et je m'assure tous les 6 mois que la personne a vaguement respecté mon cahier des charges. Là, avec le programme d'intrapreneuriat, il y a vraiment quelqu'un qui se dédie et qui est en responsabilité, qui devient l'entrepreneur de sa propre idée, qui devient l'entrepreneur de son service public. Alors, entrepreneur, ça pourrait paraître un gros mot dans l'administration publique, mais ça veut juste dire qu'il prend cet esprit-là. On développe des services publics, hein, ça appartient aux ministères qui sont en charge de ces services-là. Le deuxième élément, et de pourquoi ça permet de répondre au défi de l'exécution, c'est que si on a un intrapreneur, si on a quelqu'un de dédié, il va avoir une connaissance fine des modalités opérationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, globalement, il sait qu'est-ce qui est possible ou pas, qu'est-ce qu'il va pouvoir développer rapidement ou pas. Il sort du plan pour être dans l'exécution même. Donc on quitte cet effet de « tiens, on va faire un projet sur 10 ans et ça va tout résoudre, ça va être le grand soir », pour quelque chose qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus opérationnel, et ça parce qu'il y a quelqu'un qui est au cœur de la machine et qui y est confronté tous les jours. Le troisième élément, c'est le fait qu'un intrapreneur, il n'est pas en dehors de l'administration. Parce qu'on aurait pu donner, en fait, on aurait pu dire, tiens, on contractualise avec les nouvelles boîtes de produits qui le font très bien, et puis on leur laisse tout faire, et puis ils nous reviennent avec un produit tout bien fait, tout bien impacté. Non, là, l'intrapreneur, même s'il diffère un peu de l'administration, il fait juste un pas de côté. Il a quand même un pied dedans, et du coup, il connaît très bien l'environnement administratif, l'environnement réglementaire, et les opportunités politiques. Donc en fait, il intègre le service qu'on développe dans la logique administrative. Donc on n'est pas du tout à côté. C'est ça qui est important à tenir. Le deuxième point, c'est le défi de la finalité. Pourquoi l'intrapreneuriat permet d'y répondre?
Tout d'abord parce que le problème, il vient du terrain. Généralement, c'est des intrapreneurs qui nous amènent des problèmes qu'eux rencontrent dans leur quotidien. Donc, il y a quand même déjà, dès le départ, l'idée, elle est quand même un peu plus avérée que lorsque c'est moi, Benjamin, à la direction interministérielle qui réfléchit. Ou même si c'est une commande, en fait, l'intrapreneur va aller la confronter au terrain et va beaucoup plus facilement pouvoir dire est-ce qu'elle est, enfin la faire évoluer du moins, pour qu'elle corresponde plus à la réalité de terrain. Le deuxième élément, c'est qu'à force d'être confronté continuellement au terrain, l'intrapreneur il va avoir une connaissance très fine de ses usagers. C'est quelque chose finalement où les agents publics l'évoquaient de plus en plus, il y a une séparation qui s'opère de plus en plus, notamment quand on est en administration centrale, avec les usagers. Et là, via l'intrapreneuriat et via le développement du service, notamment via la livraison continue, il y a une confrontation avec les usagers qui fait qu'on intègre beaucoup plus rapidement et on développe les outils avec les usagers, par des boucles de retour assez classiques. Et le troisième élément, c'est que dans le défi de la finalité, comme on n'est pas à côté, le produit, le service, il arrive quand même à se développer parce qu'il ne se met pas du tout à côté de l'enjeu de politique publique. Pour faire un peu simple, on va créer des services au public, puisqu'on le fait avec les usagers, mais aussi un service public, parce qu'on le fait pour l'intérêt général. Et ça, c'est l'intrapreneur qui va faire cette articulation entre les deux. C'est-à-dire qu'il va comprendre la logique usager, mais du fait que ce soit un agent public au départ et qu'il ait l'habitude de travailler dans l'administration, il va intégrer la logique administrative dans le produit. Et le troisième élément, c'est que ça nous permet de répondre au défi de la compétence. Je vous l'ai dit, on a des problèmes pour attirer les gens et même pour avoir ces compétences en interne. Là, finalement, on arrive via le programme d'intrapreneuriat à former les gens. Donc, on a eu pour le moment plus de 200 intrapreneurs. On a développé une certification. Donc, aujourd'hui, il y a eu 70 personnes on a certifié leurs compétences pour être des concepteurs ou on va dire des gestionnaires de produits de services publics. Et c'est des compétences qui, en fait, sont mobilisables au-delà du numérique. Nous, on est encore pas mal tourné vers le numérique parce que c'est notre direction. Mais toutes les compétences que vous mobilisez pour développer un produit numérique, vous pouvez très bien les utiliser les mobiliser pour développer d'autres types de services qui sont largement moins numériques. Voilà pour vous présenter globalement le programme de l'intrapreneuriat. Alors du coup, j'ai repris le côté des 3 défis dans l'idée de vous montrer que c'est quand même pas du tout parfait. Pourquoi? Parce que d'abord, aujourd'hui, on a un défi. Ça, je suis bien d'aide. Le premier défi, c'est le défi du sponsor ou du parrain. Est-ce que quelqu'un a une traduction du mot sponsor qui convienne? Parce que parrain, ça ne convient pas du tout, mais j'ai beau avoir cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé. Mentor, pas mal. Mentor, c'est pas mal. Mais c'est un peu descendant quand même. Ça va faire un peu, moi je dirais soutien. Soutien. Ça fait un peu souteneur. Parce voilà, vous avez 45 minutes pendant qu'on blablate pour essayer de réfléchir à ça. Parce que parrain, c'est quand même l'aspect religieux, donc ce n'est pas non plus le but de la chose. Mais sponsor, c'est quand même très anglais. Ouais. Mais du coup, c'est vrai. Le côté du sponsor, donc en fait, c'est, on va dire, le supérieur hiérarchique et toute la chaîne hiérarchique qui soutiennent l'intrapreneur. Ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, on a encore un défi là-dessus parce que c'est extrêmement important, c'est très, très difficile d'être intrapreneur. Je pense que tout le monde va en parler. C'est parce que vous devez à la fois faire votre travail habituel, mais aussi commencer à développer un service. Parce que généralement, vous développez votre service 2 jours semaine, et puis le reste du temps, vous faites le travail que vous aviez avant. Vous avez 2 fois plus de boulot, et par ailleurs, vous avez toutes les pressions de la structure que vous avez, dans laquelle vous évoluez habituellement, qui vous empêchent de faire autrement, qui vous empêchent de faire ce pas de côté. Donc, vous avez une pression du temps, et vous avez aussi une pression des collègues, du reste de votre équipe, une pression des habitudes sur laquelle vous devez lutter. Et sur ça, normalement, pour vous aider, il faut que vous ayez un fort sponsorship, un fort soutien, on va dire, de votre hiérarchie. Et c'est quelque chose où aujourd'hui, on a encore du mal à le mobiliser. Donc ça fait partie des défis qu'on a à relever. Le deuxième défi, c'est le défi de la reconnaissance. Aujourd'hui, les agents publics qui deviennent intrapreneurs travaillent énormément. Et en fait, on a du mal à les récompenser, on va dire, pour ce travail, que ce soit de manière très classique financière, parce qu'on reste quand même dans... quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes dans un cadre qui est imposé par votre corps, donc ça, on ne peut pas forcément le faire évoluer. Pareil, sur la reconnaissance des compétences, on a encore du mal à faire reconnaître la compétence qu'on a à être un gestionnaire de produits. C'est un peu reconnu dans le numérique, mais pas dans le reste de l'administration. Et puis même en interne, la reconnaissance du travail effectué, c'est quelque chose qui est assez difficile. Quand je vous parlais de Track Déchets, aujourd'hui, Track Déchets, c'est un outil qui a été développé par quelqu'un qui était en Dréal Aquitaine.
et qui est utilisé par globalement toutes les entreprises qui produisent des déchets dangereux en France. Donc c'est un service national. Et pour autant, il est pas, enfin, il a quand même créé en fait une start-up qui aujourd'hui a le monopole, quoi, quasiment. Donc c'est quand même pas mal. Mais il n'est pas si reconnu que ça en interne. Donc c'est assez difficile, même pour nous, d'essayer de faire reconnaître tout ce qu'ont fait les intrapreneurs. Et puis le dernier point, qui va un peu avec le problème de la reconnaissance, c'est le défi de la rétention. Parce que comme on n'arrive pas à faire reconnaître leurs valeurs, enfin on a un peu du mal, eh bien, on a du mal à soit les garder chez nous, soit aussi à leur proposer des évolutions à l'intérieur de l'administration. C'est un peu pour vous présenter que tout n'est pas rose dans ce qu'on fait. Et ce que je vous propose désormais, c'est qu'après vous avoir donné un grand cadre et beaucoup d'informations, on passe sur quelque chose qui est un peu plus intéressant. On va passer sur plus du personnel. Donc je vais vous proposer, vous, chacun, de vous présenter. On va commencer par Héloïse, vu que tu es la première ici. Bonjour, donc Héloïse. Moi, je suis fonctionnaire au ministère des Transports et je travaille sur le covoiturage. Et donc, la start-up d'État dont je suis intrapreneur, c'est covoiturage.beta. Peut-être que j'en parlerai plutôt après sur le produit en lui-même. Donc moi, pour rebondir, je travaille à 50% de mon temps sur ce projet-là. Et le reste de mes missions, enfin, le rôle de mon emploi, c'est de développer le covoiturage en France, au niveau national. Alors moi, c'est Nathalie, donc Nathalie Rère. Moi, je suis l'intrapreneuse d'Immersion Facilité. Alors par rapport à Héloïse, j'ai une chance phénoménale, c'est que désormais, je suis à 100% sur Immersion Facilité, puisque depuis 3 ans, en fait, je me suis mise en disponibilité de France Travail, qui à l'époque était Pôle Emploi. Mais avant ça, j'étais quand même intrapreneuse, mais 3 jours semaine sur les produits sur lesquels j'étais intra, et 2 jours semaine, j'étais à la direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté de France Travail, et j'étais sur des modalités d'évolution du management au sein de France Travail, donc c'était un peu schizophrénique. Bonjour, moi c'est Marine. J'ai été intrapreneur pendant 2 ans au ministère de la Transition écologique, où je travaillais sur un service de prévention en santé. Donc on avait des données sur la qualité de l'environnement et le but c'était de donner des recommandations aux gens pour limiter les impacts de l'environnement sur leur santé au quotidien. Et donc j'avais à peu près 10% de mon temps, je crois, pour faire ça en plus de mon travail. Donc c'était une aventure riche et intense. Je pourrais vous en parler après. Bonsoir, presque. Moi, je suis donc Manon Gall. Je suis intrapreneuse sur la COP de la médiation numérique. Et je suis donc agent territorial. Donc, je viens des collectivités territoriales. Et je me suis mise en détachement des collectivités territoriales dans la fonction publique d'État. Et j'ai la chance, comme Nathalie, d'être moi aussi à 100% intrapreneuse, non seulement sur la COP de la médiation numérique, qui est, on le verra plus tard, mais un outil qui est pour améliorer la montée en compétences des personnes qui sont éloignées du numérique, mais également sur tout le volet donc inclusion numérique et sociale de l'incubateur des territoires, donc de l'ANCT. Bonjour et bonsoir plutôt. Je m'appelle Guillaume Levieux, je suis responsable aujourd'hui de la mission numérique de la DGLN, la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature. Je suis un ancien intrapreneur, je fais partie de ceux qui ont essuyé les plâtres à la fabrique numérique du ministère de l'écologie. J'étais l'intrapreneur de Camino, le service qu'il vous faut ou pas. C'est le cadastre minier numérique ouvert qui a permis de renouveler le service public numérique de l'administration des mines, notamment en Guyane, pour que la production d'or puisse être un peu mieux pilotée, régulée, et que les opérateurs miniers et les ONG soient un peu moins en défiance de l'administration. Depuis, j'ai grandi au sein de cette organisation DGLN pour progressivement devenir conseiller de transformation numérique de la directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, qui m'a demandé de la rejoindre en 2020. Et j'ai eu la chance de pouvoir préfigurer la mission numérique qui accompagne aujourd'hui les intrapreneurs de la DGLN. J'en parlerai dans un instant. Est-ce qu'auparavant, et avant qu'on passe à un peu la présentation de chacun des produits, vous avez d'ores et déjà des questions où il y a des choses que vous n'avez pas comprises? Comme ça, avant de larguer trop quelqu'un, on revient un peu en détail. Merci. Est-ce que c'est toujours un intrapreneur ou est-ce que des fois c'est une équipe d'intrapreneurs?
Alors, il peut avoir des équipes. J'ai cru que ça allait être un ou une. Non, effectivement, c'est parfois une. Mais il y a des équipes d'entrepreneurs. Il peut y avoir plusieurs entrepreneurs pour un même produit. Donc, ça dépend vraiment. En fait, ce qu'expliquait Benjamin, c'est qu'on augmente les effectifs au fur et à mesure qu'on arrive à avoir de l'impact. Et donc, on démarre toujours à 1. En fait, tout dépend de ce que proposent les administrations. Parfois, en fait, ça peut aussi arriver d'avoir des couples d'entrepreneurs, une personne en service déconcentré, une personne en administration centrale. On a une autre question par ici. En général, à la DGLN, on préfère une personne parce que ça permet de vraiment incarner la responsabilité. Dès qu'on est deux, pour commencer, parfois on n'est pas d'accord. Et il faut savoir faire grandir une équipe. Bonjour. Pour bien comprendre, donc il y a l'intrapreneur, mais quelle est l'équipe autour qui va développer de manière opérationnelle le produit, le MVP, enfin toute la technique qu'il y a derrière en fait? Alors c'est ce type de compétences qui le fait. Alors non, aujourd'hui elles sont. Alors il y a une partie qui peut être internalisée si on a ces compétences en interne, mais c'est assez rare. Aujourd'hui, on fait appel à des marchés publics qui nous permettent de faire appel à des indépendants ou à des personnes qui travaillent dans des coopératives ou dans des ESN pour pouvoir participer au développement de ces produits. En revanche, ce qui est très important, c'est même si une personne fait par exemple partie d'une ESN, on va prendre par exemple qu'une ou deux personnes en général de cette ESN et elle fait vraiment partie de l'équipe à ce moment-là du produit. Donc on ne va pas tout déléguer à une entreprise extérieure. Peut-être pour compléter, ce qu'on va chercher dans les profils que vous avez ici, c'est certes des compétences techniques de fond. Un chargé de déploiement, il faut qu'il connaisse son métier. Mais on va aussi chercher des individus, des personnalités qui vont être capables d'endosser la résolution du problème au même titre que l'intrapreneur. Pour nous, un développeur, s'il n'est pas en situation de pouvoir pitcher le produit comme le fait l'intrapreneur, s'il n'est pas en situation d'aller échanger avec un opérateur minier en Guyane pour lui expliquer le produit et pour être à l'écoute des besoins de cet utilisateur, alors ce n'est pas une équipe qui va bien fonctionner. Ce qu'on veut éviter, c'est une dichotomie des responsabilités où le développeur va dire « Oula, mais ça, c'est pas mon problème, la relation usagée, c'est toi ». Donc, on va chercher à construire des équipes qui sont solidaires de la résolution du problème auquel on s'attaque. On a deux questions et après, je propose qu'on passe... Merci. Est-ce que vous prenez parfois des projets qui ne sont pas numériques ou est-ce que vous arrivez à la conclusion que la solution n'est pas numérique et auquel cas, quel organe se charge du déploiement? Est-ce que ça reste vous ou pas? Alors, nous, on a un exemple très précis, puisqu'en fait, Immersion Facilité, maintenant, dépend d'un groupe d'intérêt public qui s'appelle la plateforme de l'inclusion. Et sur la plateforme de l'inclusion, il y a eu un travail qui a été fait pour essayer de trouver un outil parfait qui permettrait de partager toute la connaissance autour du parcours d'une personne, en partant du constat qu'il ne fallait pas qu'elle répète constamment son parcours en fonction des différents intervenants sociaux ou d'insertion économique qui étaient en face de lui. Et puis en fait, ça n'a pas marché, on a fini par arrêter le projet, mais en parallèle, on s'est rendu compte que le fait d'avoir une personne qui avait entre les mains un petit carnet sur lequel elle pouvait noter tout ce que les conseillers qui l'accompagnaient pouvaient lui dire. Et après, aller voir un autre type de conseiller en présentant le carnet, ça facilitait grandement son parcours. Et du coup, la plateforme de l'inclusion, aujourd'hui, chapeaute parmi ses produits, un produit qui est un produit imprimé, papier. Voilà, la réponse, c'est que oui, bien sûr, on peut faire le constat que le numérique n'est pas du tout la bonne solution. Et on revient au papier, au crayon, et ça marche, et il ne faut pas avoir peur de le faire. Merci, bonsoir. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre un intrapreneur et un entrepreneur d'intérêt général? Alors ça s'appelle une tambouille interne. Donc, on peut venir après dans les entrepreneurs d'intérêt général. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme qui a été lancé par la Direction interministérielle du numérique il y a longtemps. Qui, au départ, l'idée, il y avait deux axes. C'était soit on crée des services en faisant un pas de côté de l'administration, c'est ce qu'a fait le programme BetaGouv, soit on envoie des compétences directement dans l'administration et on voit ce qui se passe, c'est ce que faisait Entrepreneurs d'intérêt général à l'époque. Donc c'était comment on va aider une administration à recruter un data analyst, par exemple. Aujourd'hui, ça a évolué, ce programme, et maintenant, en fait, c'est une manière d'intégrer, de réinternaliser dans l'administration sur un temps court
des compétences produits, c'est généralement des personnes très seniors qui ont fait toute une carrière d'entrepreneur et qui intègrent l'administration pour venir nous aider sur des services publics numériques qu'on développe chez Betagouv. Et ils peuvent parfois avoir le rôle d'intrapreneur. Donc ils peuvent devenir des intrapreneurs si on lance un nouveau produit, ou à ce moment-là, ils vont juste aider en tant que senior sur le déploiement, senior sur le dev, un CTO, CTO, etc. Est-ce que ça répond à votre question? Je vous propose... Si vous êtes là ce soir au cocktail, il y a quelqu'un dans mon équipe qui est une entrepreneur d'intérêt général et qui pourra répondre à vos questions et vous expliquer le programme. Elle s'appelle Elodie. Vous pourrez appeler Elodie. Elodie, elle vous répondra. Parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous présente les projets qui ont été développés. Comme ça, vous allez voir la variété des choses qu'on peut faire. Et puis après, on passera aux questions. D'abord, immersion, facilité, normalement, c'est bon. Ouais. Je pense que tu peux tout de suite passer sur le slide suivant. Donc, l'immersion facilitée, c'est le bon coin de l'immersion professionnelle. L'immersion professionnelle, c'est passer quelques jours dans une entreprise pour découvrir la réalité d'un métier. Il y a eu un article dans Le Monde ce week-end qui montrait qu'il y avait des reconversions totalement ratées parce que les gens se faisaient une idée totalement idéale d'un métier. Et puis, dans la vraie vie, c'est pas ça. Et du coup, ils avaient un peu perdu beaucoup d'argent et parfois du temps et parfois des projets de vie compliqués. Et donc, l'immersion, ça permet d'éviter ça. Ça s'adresse à tous les publics, aussi bien des publics en recherche d'emploi que des publics en reconversion. Donc, on en touche tous les publics. Et nous, c'est un dispositif qui est inscrit dans le Code du travail. On n'a pas inventé le dispositif. Par contre, on a mis en place un outil très basique, puisque d'un côté, alors, il est un peu... il est basique et pas si basique que ça, parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire normalement quand on fait une start-up d'État. C'est-à-dire qu'on a adressé deux problèmes en même temps. Donc, d'un côté, on est une marketplace. On met en relation des entreprises qui souhaitent, qui peuvent accueillir une immersion et qui déclarent pouvoir accueillir une immersion, et des personnes qui cherchent à faire des immersions, et on fait un outil de mise en relation. Mais à côté de ça, on fait également, pour simplifier, accélérer le process, on a dématérialisé la convention, qui était avant un certificat, un formulaire administratif, un affreux CERFA, et on en a fait un formulaire plus simple. Et du coup, après le CERFA, il a été adapté pour devenir prendre la forme, adopter la forme simplifiée qu'on avait proposée. Voilà. Et voilà. Et donc, ce que disait Benjamin, c'est que la mesure de l'impact, nous, ça a été dès le démarrage. On suit en permanence la mesure de l'impact. Donc aujourd'hui, on a plus de 15 000 immersions qui sont conventionnées et qui démarrent chaque mois grâce à l'outil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que 40% de nos utilisateurs nous déclarent, et c'est un chiffre qui est constant, que sans immersion facilitée, ils n'auraient pas fait l'immersion. Et autrement, on a 55 000 entreprises qui sont inscrites chez nous et qui, avec du coup plus de 400 000 mises en relation qui sont effectuées. Et on a un taux de recommandation de 60. C'est un taux, en fait, c'est pas un pourcentage, mais c'est un score de 61, qui est un excellent score. Et ce qui nous importe, c'est de savoir que ce score, en fait, il est partagé de façon quasiment parfaite par les utilisateurs, les candidats, les entreprises, mais également les conseillers qui accompagnent les candidats et qui se sont débarrassés de la charge chronophage de remplir la convention. Ouais. On va passer maintenant à la présentation de la COP de la médiation numérique. Oui. Donc la COP de la médiation numérique, tu peux passer à la slide suivante directement. Donc moi je travaille, comme j'ai dit au début, à l'ANCT, à l'incubateur des territoires, et en lien avec le programme Société numérique qui travaille sur l'inclusion numérique. On s'est rendu compte, suite au Covid, qu'il y avait une grande partie de la population qui était éloignée du numérique. On estime qu'il y a environ un tiers des personnes de plus de 18 ans qui sont éloignées du numérique, en particulier des personnes plutôt défavorisées et avec peu de diplômes. Donc c'est vraiment une population qui peut être très impactée par la digitalisation de la société. Pour cela, pour les aider à monter en compétences, il y a 10 000 médiateurs et médiatrices numériques qui œuvrent sur le territoire, qui sont employés dans diverses structures, donc des mairies, des CCAS, des départements, des associations, des bibliothèques, missions locales, etc. Je pense que c'était important d'avoir un petit peu le contexte pour voir après le fonctionnement de l'outil. Donc aujourd'hui, les médiateurs numériques et les médiatrices numériques sont
c'est un métier qui est assez peu reconnu, qui est pas forcément très bien outillé. Ils ont plein de structures, ils travaillent en mairie, comme j'ai dit, dans différentes structures, et donc ils n'ont pas le même niveau d'outillage. Et donc l'objectif, c'était de leur donner des outils professionnels donc pour avoir des statistiques sur leurs activités, des outils qui leur permettent de faire des meilleurs accompagnements et pour accompagner la montée en compétence de la population sur les sujets numériques. Tu peux passer la slide. Donc aujourd'hui, je vous ai simplement mis les différentes fonctionnalités qu'il peut y avoir. Donc il y a des statistiques, des comptes rendus d'activité, une partie plutôt suivi de bénéficiaires où on a, parce que c'est quand même des travailleurs sociaux en fait, qui font donc pas mal d'accompagnement de bénéficiaires et puis un lien vers d'autres outils qui sont adaptés à leur pratique, notamment à Pix, parce qu'on travaille beaucoup avec Pix. J'ai pas de statistiques à vous montrer sur l'impact parce qu'aujourd'hui il est en construction, il est sorti justement en septembre, notre premier MVP, donc qui est loin d'être parfait encore, mais voilà, on arrive au bout d'un long cheminement d'investigation, de construction, donc on est plutôt très content. On reviendra l'année prochaine avec des mesures d'impact. Alors, covoiturage.beta. Alors nous, le problème auquel on essaie de répondre, c'est comment développer le covoiturage. Le constat, c'est que on a 100 millions de trajets en voiture qui sont faits par jour, taux de remplissage de 1,4. Donc ça fait 75% de l'essence qu'on met dedans qui sert à déplacer des sièges vides. Un des paris de politique publique qui a été porté par des collectivités en 2019 quand le service a été lancé, c'est si on donnait de l'argent aux gens pour covoiturer, est-ce qu'ils le feraient ? La problématique de ça, c'est que d'un côté, le covoiturage, c'est un acte foncièrement privé. Enfin, quand on ferme les portes d'une voiture, on ne sait pas que le covoiturage a existé. Donc, pour récompenser ce trajet, on ne peut pas le faire. Et donc, sauf dans le cas où on a une application. Par exemple, Blablacar. Blablacar sait que le trajet a existé. Le problème de ça, c'est que Blablacar, entreprise privée, donc entreprise privée, boîte noire, en tout cas un code qui n'est pas ouvert, et puis des objectifs qui ne sont pas uniquement de politique publique. Donc côté collectivité, on avait la problématique de confiance en fait. Comment est-ce que je donne de l'argent et que je m'assure que les trajets ont existé. Et donc la solution qu'on a proposée, c'est donc une API qui reçoit l'ensemble des trajets qui sont réalisés en covoiturage. Concrètement, si demain vous faites un trajet avec un opérateur de covoiturage courte distance comme Blablacar Daily ou Caros, ils ont 24 heures pour nous envoyer votre trajet. Donc je saurai d'où vous êtes parti, où vous êtes arrivé, avec qui vous étiez dans la voiture. Et ça me permet de savoir que donc, un covoiturage a existé. Ces trajets sont qualifiés par le registre de preuves de covoiturage, qui est un des produits de covoiturage.beta, le produit phare. On analyse ces trajets et à quoi ça sert. Ensuite, ça sert aux collectivités pour aller déployer des incitatifs. Donc, en toute confiance, donner 1 euro, 2 euros au trajet. À l'État aussi, je vais vous montrer après. Mais aussi, et c'est des co-bénéfices aux chercheurs et aux instituts de politique publique de mieux monitorer le développement des mobilités et du covoiturage. Et donc aujourd'hui, nos outils, concrètement, on a un gestionnaire de campagne pour les collectivités, on a un observatoire du covoiturage quotidien, on l'illustrera après, on a des générateurs d'attestation pour les employeurs, quand des employeurs veulent donner des aides au covoiturage à leurs salariés et qu'ils ne savent pas prouver que le salarié a vraiment fait du covoiturage, ils peuvent générer des attestations certifiées par l'État qui indiquent tous les trajets qui ont été faits par leurs salariés. On distribue aussi les primes de 100 euros, peut-être que vous en avez entendu parler, gros dispositif de l'État. Et donc, on a des services statistiques open data. En termes d'impact, voilà ce que ça a fait depuis 2019. Le covoiturage a accéléré, a été multiplié par 3 entre 2022 et 2024, en fait. Donc, covoiturage par plateforme uniquement. En 2019, on avait une seule collectivité IDFM qui finançait. On en a 119 maintenant. Une personne sur 3 est éligible à des incitatifs, donc peut covoiturer quasi gratuitement sur son territoire pour les trajets du quotidien. On a donc un bonus de 100 euros qui est déployé. Et donc, en termes d'impact, toujours sur la slide d'après, aujourd'hui, tous les opérateurs de covoiturage nous envoient leurs trajets, et tous leurs trajets en covoiturage. Donc 23 opérateurs, on en valide 900 000 par mois, et on a aussi maintenant des dispositifs de détection de fraude, parce que dispositif public, argent égale fraude, et on s'est positionné aussi sur ce secteur-là, forcément, avec la donnée, on arrive à avoir des choses. Donc 1 million d'argent public sauvé.
Et dernière slide pour montrer que voilà, on est vraiment devenu assez incontournable dans l'écosystème. L'Observatoire du covoiturage est toujours cité dans les articles de presse quand malheureusement il y en a pas mal sur le covoiturage courte distance et les fraudes qu'il peut y avoir. On est aussi une donnée de planification écologique importante à partir du moment où aujourd'hui, voilà, dans la planification écologique avec le covoiturage courte distance, on est censé réduire de 1% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. Donc forcément, si on n'avait pas eu toutes ces données, on aurait été bien incapable de monitorer l'évolution. Merci beaucoup. On va passer du coup à Guillaume. Si tu peux nous parler. Alors, ce que tu fais désormais à la DGALN. Alors, je vais être beaucoup moins concret peut-être que mes collègues prédécesseurs, puisque je vais vous parler du point de vue du responsable d'incubateur, ou en tout cas de l'éprouvette qui se situe à la DGALN. La mission numérique donc, est là pour concevoir, déployer des produits numériques innovants qui transforment nos politiques publiques, donc d'aménagement, de logement et de nature. Aujourd'hui, la DGALN, et c'est très vaniteux de le dire, mais on est peut-être encore le plus gros portefeuille de start-up d'État de Betagouv, puisqu'on a en ce moment, alors plus ou moins, puisqu'il y a des investigations qui n'aboutissent pas ou des constructions qu'on arrête, 25 start-up d'État qui s'adressent aux collectivités, aux citoyens et aux entreprises. Parfois, certains de ces services s'adressent à plusieurs parties prenantes, en particulier quand elles jouent un rôle de plateforme sur des politiques publiques qui s'y prêtent. Je vous ai mis en gras et en couleur les services dont vous avez peut-être entendu parler pour certains d'entre eux qui sont dans qui ont été fabriqués et incubés à la DGALN ou avec le soutien fort de la DGALN. Vous connaissez certainement Aide Territoire qui permet aux collectivités d'avoir une capacité à mieux découvrir les aides financières et en ingénierie qui permettent d'accélérer leurs projets. Vous avez Zéro logement vacant qui s'adresse aussi aux collectivités, qui vise à lutter contre la vacance des logements, ce qui permet d'éviter d'en construire. Et donc l'idée, c'est de mieux cibler les logements vacants à travers des campagnes qui permettent d'accompagner les propriétaires pour la remise sur le marché de ces logements. Vous avez également des produits qui s'adressent directement aux citoyens. Dossier facile, si vous êtes candidat locataire, vous pouvez fiabiliser votre dossier de location et lutter contre l'usurpation d'identité en construisant votre dossier sur cette plateforme. Et vous avez juste un lien qui contient votre dossier de location que vous pouvez transmettre à vos propriétaires dont vous souhaitez candidater pour y être logé. On a Histologe, j'en parlerai un petit peu plus tard. On a Stop Punaise. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous avaient découvert des punaises de lit dans leurs hôtels. Donc vous pouvez utiliser Stop Punaise. Stop Punaise, je vais juste en dire 2 mots maintenant parce que c'est vraiment l'archétype du job qu'on a à faire quand on est incubateur et qu'on accompagne des intrapreneurs. Stop Punaise, c'était une commande politique où à la DGALN, à un certain moment, j'ai failli tenir le calendrier des observatoires nationaux. C'est-à-dire qu'à chaque problème de politique publique, quand on ne sait pas trop quoi faire, en général, le ministre ou ses équipes nous demandent un observatoire national. Ça permet de faire une annonce politique, un communiqué de presse, et on sait qu'on va observer, et donc on va observer. Et donc sur les punaises de lit, c'était assez génial, puisqu'on avait aussi quelques rapports faits par des grandes boîtes de conseil qui nous demandaient de construire un système où les entreprises labellisées pour traiter ces nuisibles allaient déposer sur une plateforme, n'est-ce pas, les fichiers contenant leurs interventions d'éradication des punaises de lit. Et donc on s'est dit, waouh, génial, une nouvelle obligation faite aux entreprises qui vont venir sur une obscure plateforme publique déposer leurs fichiers. Et pendant ce temps, au cabinet du ministre et à la DGALN, on allait avoir une super carte des endroits où un jour quelqu'un s'est gratté. Et donc on s'est dit là, on est sur le bon chemin de la résolution de ce problème. Et donc nous, incubateurs, notre rôle a été de dire ok, votre idée elle est géniale, mais on ne va pas faire ça du tout. On a twisté le problème en fait, et on s'est dit mais on peut s'adresser directement à l'usager. Alors, ce qui est très perturbant pour une administration centrale, hein. On va parler avec un usager. Donc, il n'y a plus d'hygiaphone et on va avoir vraiment quelqu'un. Et donc là,
pour Stop Punaise, on a proposé un service basé sur la solution Histologe qui permet à n'importe quelle personne qui est en situation d'habitat indigne, ou en tout cas de punaise de lit, de venir sur la plateforme stoppunaise.gouv.fr, de dire « Ah, j'ai des punaises ». On va vous aider à vérifier que c'est bien une punaise de lit. On va vous délivrer les premières recommandations pour essayer de les éradiquer s'il n'y en a pas beaucoup. Et on va vous mettre en relation avec les entreprises reconnues par l'État et labellisées pour utiliser les produits biocides qui permettent d'intervenir dans ces systèmes. Donc ainsi, on va vous donner très vite les premiers conseils et on va vous mettre en relation avec les bonnes personnes en vous évitant de passer par X étapes de boîtes plus ou moins foireuses qui vont vous facturer 400 € pour ne pas vous enlever vos punaises. Et la magie de ce truc-là, c'est qu'en agissant en tant qu'intermédiaire et en fabriquant ce petit service numérique assez basique, eh bien, on a la carte des infestations qui se construit, mais pas 3 mois plus tard quand l'entreprise a daigné déposer son fichier d'intervention, mais en temps réel. Et donc l'observatoire ne devient plus la finalité du service numérique, mais j'allais dire l'internalité positive du fait qu'on a outillé vraiment une politique publique, on a rendu service à des usagers, et en plus on a été rapporteur d'affaires pour des entreprises à qui on impose quand même quelques contraintes administratives, puisque pour utiliser ces produits, elles doivent montrer patte blanche. Et donc on a réussi à fabriquer un truc gagnant-gagnant qui sert tout le monde. Ça, c'est l'exemple de punaise de lit, mais en tant que responsable d'incubateur, notre rôle est de faire en sorte qu'on identifie le bon problème qu'on va pouvoir travailler. Et donc, à la DGLN, mais là c'est la pure parodie des principes d'action de BetaGouv, on va s'attacher à ce que les problèmes soient bons, on va s'attacher à ce que ces services aient réellement de l'impact, donc moins de gens qui se grattent, dans le cas des punaises de lit. Mais surtout, puisqu'on parlait d'intrapreneuriat dans les interventions précédentes, on va s'attacher à faire en sorte que les facteurs humains de la réussite de ce service numérique soient réunis. Et donc, on va essayer d'identifier des intrapreneurs engagés qui sont en situation de se dire « ce problème, je vais en faire le mien et je vais m'y atteler ». Et on va également aller chercher des sponsors. Donc, ça veut dire, donc concrètement, un intrapreneur, c'est un chargé de mission. Alors ça va être le chargé de mission punaise de lit, ça va être le chargé de mission planification PLU, ça va être le chargé de mission gestion quantitative de l'eau. Et le sponsor, ça va être le chef de bureau, le sponsor métier, qui va dégager du temps de son agent pour s'investir sur une résolution de problème avec un levier numérique. Ça va être aussi, donc ça, le sponsor de proximité ou le sponsor métier qui va dire « Ok, en tant qu'administration, je vais investir du temps là-dessus », mais ça va être aussi le sponsor de haut niveau. Donc chez nous, c'est le DGLN, le directeur général, ou le directeur qui, lui, va dire « Je mets de l'argent sur la table ». Et donc nous, notre job en tant que mission numérique, c'est de s'assurer que ces moyens humains et financiers sont bien réunis pour soutenir l'innovation et puis ensuite la construction, le déploiement et le passage à l'échelle nationale d'un service numérique. Ces intrapreneurs, on ne va pas les chercher qu'en administration centrale. Alors, il y a une première raison qui fait ça, en tout cas la DGLN. La première raison, c'est qu'on n'est jamais mieux que sur le terrain pour avoir une appréciation très concrète, et bien dimensionnée et réelle des problèmes de politique publique. Donc ces intrapreneurs, on va aussi les identifier à travers des appels à problèmes, les saisons fabriques numériques, mais on va aussi aller parfois les identifier en service déconcentré quand tout bêtement, en centrale, on n'a pas le TP. Donc le TP, on n'a pas, en gros, le bureau est à l'os, on a 4 agents dans le bureau, il y a un problème où on pense pouvoir activer le numérique, mais on n'a personne pour s'en occuper. On va aller chercher quelqu'un en service déconcentré qui est sur le terrain et qui a envie de s'en charger. J'ai rajouté Pau, parce que Pau, c'est l'histoire d'Histologe, donc une plateforme de lutte contre l'habitat indigne qui permet de signaler une situation d'indignité dans un logement et d'accompagner sa résolution. Et cette start-up n'était pas une start-up d'État, c'était une start-up de territoire qui a grandi avec l'appui de la NCT. Et on s'est rendu compte que cette start-up née à Pau, elle pouvait avoir un intérêt national. Et la DGLN a en quelque sorte lancé une OPA amicale, enfin oui, donc OPA amicale de fait, sur cette start-up de territoire et en a fait un service public numérique national en reprenant l'équipe et en accompagnant sa croissance. Les intras, juste, on leur fait une lettre de mission, c'est fondamental.
parce que c'est ce qui permet de garantir leur légitimité, leur autonomie et qui les rend aussi redevables vis-à-vis de leurs sponsors de haut niveau. C'est-à-dire que même s'ils sont simples chargés de mission, parfois agents de catégorie B, ils ont cette lettre de mission. Au départ, elle était signée par les ministres. Ils en avaient marre de trop en signer, donc elles sont signées par le DG maintenant. Mais ils sont mandatés, et ils sont enrôlés et confortés dans cette position. Et on essaye d'avoir plein de sous et, comme je le disais tout à l'heure, une équipe co-responsable. Je vais terminer par ça, c'est que ces services numériques, en fait, ils ne peuvent pas croître si ils ne peuvent pas arriver à viser juste et à résoudre les problèmes si les usagers, alors des citoyens, des entreprises, des associations, mais aussi des collectivités et des administrations déconcentrées ou territoriales ne nous aident pas à viser juste. Et donc pour que ces produits fonctionnent, il faut à un moment donné que l'intrapreneur il puisse aller sur le terrain et qu'il puisse parler à des gens qui ont juste l'intention de résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc ça veut dire partager, vous, au quotidien, avec ces intrapreneurs. Ça peut être pour vous les meilleures chances, je dirais, de résoudre des problèmes auxquels vous êtes confrontés. C'est aussi d'utiliser nos produits qui sont souvent un peu dégueulasses au début. Il y a un mantra qu'on devrait encore se répéter à Betagouv et qu'on se répète peut-être un peu moins, mais qu'il faudrait continuer à se répéter, c'est qu'un produit minimum viable, s'il ne sort pas au bout de 3 à 6 mois, c'est qu'on a trop attendu. Si on n'a pas un peu honte du premier produit qu'on sort, ça veut dire qu'on n'est pas allé assez vite en situation d'apprendre pour l'améliorer suffisamment rapidement. En tout cas, il vaut mieux avoir l'état un peu honteux au bout de 3 mois et avoir l'état fier au bout d'1 an quand ce service a des premiers utilisateurs contents. Et puis enfin, il faut partager vos expériences après d'usage pour pouvoir améliorer. J'ai fini. Merci. Par rapport à Immersion Facilité, je viens d'une mission locale de la Martinique et je suis chargée de projet numérique. Donc, on a utilisé Diagorient, qui est aussi de Betagouv, qui présentait un aspect facilitateur aussi pour les conseillers, notamment sur la géolocalisation des PMSMP, avec les entreprises qui avaient recruté les 3 derniers mois. Là, on a Immersion Facilité, les jeunes les utilisent, mais on a encore des conseillers qui sont réfractaires parce que pour eux, ça fait un énième outil numérique. Et comme ça vient de la plateforme de l'inclusion, donc on utilise également les emplois de l'inclusion, Dora également pour mettre notre offre de service. Et donc, sur Immersion Facilité, ce que j'aimerais, c'est que comme on est aussi sur un réseau de missions locales Antilles-Guyane, qu'on ait en fait une présentation dédiée aux conseillers, mais vraiment spécifique, voilà, pour que voilà, ils en jugent sur l'utilité. Ça tombe très bien. Sylvie est juste derrière vous, et en plus, en ce moment, c'est vraiment son activité principale. Et juste une chose, à savoir que Diagorient, en fait, est branché sur Immersion Facilité. Et donc, les entreprises que vous avez trouvées sur Diagorient sont les mêmes que vous avez sur Immersion Facilité. On aime bien converger entre start-up d'État. Et donc, on fait en sorte de ne pas réinventer l'eau chaude. Sur le déploiement, je voulais juste dire un mot. Nos startups d'État, elles se déploient de manière très progressive sur des territoires. Et donc, même si le service peut vous paraître très bon ou vraiment génial, on l'espère dans certains cas, potentiellement, il n'est pas disponible dans votre département. C'est pas qu'on vous aime pas, c'est qu'on préfère attendre qu'il soit encore meilleur pour le déployer plus largement sur le territoire, parce que si on déploie trop vite partout un service qui n'est pas assez bon, on va générer beaucoup d'activités de support et de relations utilisateurs qui va complètement emboliser l'équipe qui reste petite. Et donc on a besoin de croître sur une courbe qui permet de ne pas perdre en satisfaction usagée. Ça veut dire pas avoir les yeux plus gros que le ventre trop vite, et avec les moyens dont on dispose, humains et financiers notamment. C'est ce qui explique parfois que ce n'est pas disponible, mais ça ne vous empêche pas de prendre rang et de dire « je suis intéressé, dès que vous pouvez, venez chez nous ». Mais en l'occurrence, Immersion Facilité est déployée nationalement, donc Sylvie va... Elle est là derrière. Je clôture avec un petit mot sur ce que je fais dans la vie maintenant, depuis que je ne suis plus intrapreneur. Pardon.
Je travaille sur un produit un petit peu spécifique actuellement, parce que ce produit, ça concerne des gens, et c'est la communauté Betagouv. Donc Benjamin vous a parlé du programme qui est porté par la direction interministérielle du numérique. Mais derrière ce programme, il y a avant tout des gens qui sont à peu près 1400 aujourd'hui. 1400 personnes qui sont à la fois des agents publics, donc les intrapreneurs, et des experts du numérique dont Benjamin a parlé tout à l'heure, qui ont tous à cœur du coup de construire un service public plus simple et plus efficace pour leurs utilisateurs. Et on a un petit problème aujourd'hui, c'est qu'en fait ces 1400 personnes, elles sont réparties du coup dans plus de 200 équipes produits, dans une vingtaine d'incubateurs déployés au sein de chaque ministère et au sein de certaines administrations. Et du coup, on se demande comment faire travailler ensemble ces gens qui se voient rarement, dont on dit vous êtes dans des équipes, vous êtes autonomes. Comment on fait en sorte qu'ils fassent communauté? Ça, c'est ce que ça donne quand on essaye de cartographier notre écosystème en ce moment. Pourquoi on a envie que ces gens fassent communauté? Parce qu'on a envie que ces gens ils puissent d'abord partager... quand on dit communauté, on a envie que ces gens ils puissent partager une culture commune, des valeurs communes, qu'ils puissent maximiser l'intérêt qu'ils ont dans cet écosystème, qu'ils puissent en tirer le maximum de valeur possible. Et pourquoi? Pour, in fine, produire des produits qui respectent les standards de qualité qui ont été mis en place par la DINUM et par le réseau des incubateurs, et qui soient le mieux outillés possible pour le faire. Pour ça, on s'attelle à travailler aujourd'hui à faire vivre au mieux cette culture et ces standards à travers différentes choses. Donc on est une petite équipe d'une dizaine de personnes qui travaillons à organiser du coup des événements à la fois physiques mais aussi à distance. On met à disposition aussi des outils communs pour permettre à tous ces gens de travailler ensemble, de se rencontrer le plus possible, de partager leur expérience, de partager sur leurs besoins en termes de travail au quotidien. On fait en sorte que ces personnes puissent se lier autour d'un objectif commun. Et ça, c'est le manifeste Betagouv que vous pouvez retrouver très facilement sur notre site et qui repose sur les piliers qu'a décrit Benjamin, donc l'autonomie des équipes, la priorité donnée aux utilisateurs, etc. Et on fait en sorte de leur mettre à disposition et qui se fédèrent autour de référentiels communs, donc des standards de qualité. Benjamin a évoqué la sécurité, on peut parler aussi d'accessibilité ou encore d'éco-responsabilité sur les standards sur lesquels on essaye de travailler en ce moment. Et le but, c'est d'équiper et d'outiller au maximum les équipes pour qu'elles puissent appliquer ces standards facilement, donc en leur mettant à disposition tous les outils nécessaires au quotidien, mais aussi des ressources humaines, des gens qui travaillent de façon transverse pour accompagner ces équipes et les incubateurs du réseau. Et par ailleurs, nous, on mène un travail de suivi un peu pour s'assurer que ces standards soient le mieux respectés possible au sein de la communauté et par les différentes équipes. Voilà, du coup, forcément, comme pour n'importe quel produit, on se pose la question de quel est l'impact de cette communauté, à quoi ça sert en fait cette communauté pour à la fois les membres, mais aussi pour les équipes et donc in fine pour les produits. C'est compliqué. On n'y arrive pas toujours très bien. En tout cas, on se pose la question souvent. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le Net Promoter Score du produit communauté est de 55, ce qui est plutôt très positif. On sait que 50% des gens de la communauté, donc 700 personnes quasiment, dans les 3 derniers mois, ont participé à un événement ou à une formation ou à quelque chose qui a été proposé par la communauté. Donc on en déduit qu'en tout cas, ces gens-là en tirent une certaine valeur. Et ensuite, on pose régulièrement dans les sondages qu'on fait plusieurs fois par an la question du sentiment d'appartenance qui nous semble être un levier assez important quand on parle de communauté, forcément, et qui est aujourd'hui de 6,5 sur 10 quand on pose la question aux gens. Ce qui est en baisse est perfectible. Donc c'est un des sujets sur lesquels on s'interroge aujourd'hui. Si vous avez des recommandations, d'ailleurs, si vous avez déjà animé des communautés dans le cadre de votre travail, on est hyper preneur d'échanges avec vous. On essaye de rencontrer des acteurs qui ont travaillé sur ce genre de sujet et qui ont animé des communautés qui rencontrent notamment la problématique d'une croissance très rapide. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous ou à nous contacter même ultérieurement après Numérique en commun via le site internet. On vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, je pense...
On ne nous a pas encore virés, donc si vous avez des questions, allez-y. Qui sont les membres par rapport à l'équipe produit? Il y a un nombre important de membres même par rapport à l'équipe produit. Ce qu'on appelle les membres de la communauté, c'est donc l'ensemble des agents publics intrapreneurs. Ça représente 10 à 15% de la communauté aujourd'hui. Le reste, c'est l'ensemble des compétences, des experts numériques, des compétences que Benjamin a présentées tout à l'heure. Donc il y a dans la communauté aujourd'hui plus de 30% de personnes qui font du développement informatique, 15% de gens, je crois, qui sont chargés du déploiement des services directement auprès des utilisateurs. Enfin voilà, c'est l'ensemble des métiers. En fait, les membres, ce sont toutes les personnes qui participent à une équipe produit. La communauté, en fait, c'est les incubateurs, les équipes et donc tous les gens qui composent ça. Encore une petite question, si je peux. Oui. L'expert métier qui porte le besoin initial, est-ce que c'est lui généralement qu'on place comme intrapreneur? Oui, en général, c'est ce qui se passe. En gros, on a un intrapreneur qui est là qui a détecté le problème et qui a envie de porter le projet, qui va constituer son équipe. C'est lui qui est un petit peu en charge de constituer son équipe de développeurs, designers, chargés de déploiement, etc. Et derrière, c'est une équipe qui évolue. En fait, au tout départ, en général, on a juste un intrapreneur avec potentiellement un coach ou un designer qui va imaginer le produit. Puis après, on va avoir besoin d'un développeur, donc on va l'intégrer, un deuxième, un troisième, jusqu'à... En général, c'est des équipes qui restent petites quand même, en dessous de 10 personnes, je pense, en général. Ça peut être au-delà, mais là, c'est vraiment quand le produit est énorme. Mais en général, on est plutôt sur des petites équipes. Et puis après, il peut y avoir un peu moins selon les projets. Mais ouais, l'entrepreneur, c'est vraiment celui qui est un peu à la manœuvre pour garantir aussi l'esprit d'équipe, la cohésion et recruter les nouvelles personnes potentiellement. Il n'y a pas des fois des projets qui peuvent entrer en collusion avec le secteur marchand, les entreprises privées, les startups? Tout à fait. mais en gros, en fait, alors parfois, c'est pas tout le projet. On a adopté la plateformisation. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur le registre de preuve de covoiturage, peut-être que tu veux parler un peu comment on a pris cette idée de plateforme et pas pour s'allier un peu avec... Ouais. L'idée du registre de preuve de covoiturage, mais c'est aussi le cas pour d'autres, c'est de dire qu'on ne prend pas la place du privé. Nous, on fait la brique qui permet au privé de mettre en place aussi leur mission de leur côté. Donc là, le côté serviciel de l'intermédiation, ça n'aurait pas de sens que l'État le mette en place. A priori, le privé va le faire d'une manière bien meilleure que nous, avec des designs qui seront certainement meilleurs et sur lesquels la concurrence a certainement un rôle à jouer. Pour autant, là où on a notre rôle à nous, c'est l'agrégation de la donnée en amont. C'est en fait l'infrastructure qui permet de certifier là où le public a de l'intérêt à se positionner. Donc vraiment le rôle d'intérêt général. Après, en fait, de toute façon, sur notre capacité à lancer nous demain une plateforme de covoiturage, par exemple, juste juridiquement, on n'a pas le droit, quand on est État, de lancer un service qui ne répond pas à une défaillance du marché. Donc, Après, il y a quelques services qui parfois, on a attaqué parce que des entreprises privées trouvent qu'on leur prend un marché. Il y a quelques fois où on a eu un peu des bismis, mais c'était sur des domaines où finalement c'était quand même à l'État de le faire parce que ça dépendait directement de nous. Typiquement, la dématérialisation des démarches administratives, il y a peut-être des entreprises qui veulent le faire, mais bon, globalement, c'est quand même une option que l'État peut s'autoriser à faire lui-même. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Oui, allez-y. On a tout notre temps. Sur la plateforme de l'inclusion, derrière le comité d'investissement, en fait, alors c'est les financeurs. Alors c'est un groupe d'intérêt public qui va porter différents produits. Et donc il y a le ministère du Travail, il y a France Travail, il y a la DINUM. Enfin, oui, c'est la DINUM qui apporte également son écho. Et il y a également des représentants de la Fédération des structures d'insertion par l'activité économique. Et donc, c'est eux qui vont participer. Et puis, on associe également le réseau des Cap Emploi, qui est OPS, puisque c'est la cible, en fait. Et donc, c'est eux qui font partie du comité d'investissement et qui vont donner le stop ou le go. Et dans une administration, Guillaume pourra répondre, c'est plutôt des représentants. En fait, c'est une sorte de comité directeur de l'administration.
les comités d'investissement peuvent avoir des géométries variables. Ce qui, le principe, c'est on y siège quand on paye ou qu'on a l'intention de payer à court terme. L'idée, c'est d'avoir une preuve d'amour sonnante et trébuchante qui va permettre d'avoir une valeur positive auprès de l'équipe. En revanche, on a des produits qui sont vraiment dans un silo de politique publique. Si je prends par exemple DocUrba, qui est un service qui outille la relation État-collectivité dans le processus d'élaboration d'un document d'urbanisme, bon, là on va se dire que la DGLN, c'est la politique publique urbanisme, c'est elle qui finance. Sur d'autres, en revanche, je vais prendre Dossier Facile, la DGLN, c'est le logement, et donc Dossier Facile, sur le dossier de location, on pouvait dire c'est le seul financeur potentiel. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que parmi les impacts de Dossier Facile, il y a on lutte contre l'usurpation d'identité que vous pouvez vivre quand vous répondez à une annonce sur Le Bon Coin, en envoyant toutes vos pièces. Ça, c'est des bénéfices directs pour le ministère de l'Intérieur, c'est des bénéfices directs pour la répression des fraudes. On aimerait bien qu'ils payent aussi. Pour l'instant, ils ne payent pas encore, mais on essaye d'aller les convaincre. Donc peut-être qu'il faudra faire une réunion interministérielle pour leur tordre le bras et dire bon, maintenant vous payez parce que ça a de la valeur pour vous, vous allez économiser sur du contrôle par exemple, mais on n'en est pas tout à fait encore là. Au comité d'investissement siège aussi souvent la DINUM, en particulier, très souvent, en particulier quand la DINUM contribue avec ses dispositifs financiers, le Fonds d'accélération des startups d'État, le FTAP, Fonds de transformation de l'action publique, ou le FINDPE, le Fonds interministériel numérique et données pour la planification écologique. Donc, ceux qui payent siègent. Et on va parfois inviter aussi des personnalités qualifiées dont on va estimer que l'avis est important. Au tout début, certains des comités d'investissement étaient ouverts, y compris à des usagers. Et c'est très important parfois, en particulier dans les premières étapes du produit, d'avoir ces moments, moi qui m'ont beaucoup marqué en tant qu'intrapreneur, quand j'avais un opérateur minier artisanal de Guyane qui était présent au comité d'investissement en auditeur, mais aussi en témoin de la valeur du service devant le directeur général d'aménagement du logement et de la nature, le DG de la prévention des risques et le DG de l'énergie-climat. C'est des moments où ce rapprochement en fait, donne corps à nos initiatives et les rend tangibles. Si je peux juste compléter sur la partie comité d'investissement, financeurs, etc., sponsors, c'est un vrai enjeu et c'est vrai qu'il y a des services numériques qui déjà ne sont pas dans la lignée d'une politique publique, donc qui ne trouvent pas forcément le bon sponsor. Et il y en a qui sont entre plusieurs administrations. Et c'est vrai que moi, au sein de l'incubateur des territoires, on a notamment des produits sur le social qui sont des fois un peu le parent pauvre des politiques publiques et qui ont du mal à trouver des financeurs. Et donc, on essaye d'en trouver là où on peut. On essaye de motiver des personnes. Mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu de l'intrapreneur que de trouver des sponsors, de trouver de la valeur, comme tu le disais, de trouver des administrations pour qui ça a de la valeur et de se mettre aux bons endroits et rencontrer les bonnes personnes pour essayer de pérenniser les produits. À l'incubateur et territoire, c'est un petit peu particulier parce qu'on est aussi beaucoup sur des collectivités territoriales. Et donc, on va essayer de chercher aussi des financements territoriaux avec des collectivités territoriales, donc locales, l'administration décentralisée. Et donc, c'est un autre enjeu, mais c'est tout autant important. Et donc, on essaye d'avoir des communautés d'acteurs, de motiver les collectivités à rentrer dans cet écosystème et de participer au financement de tout ça, quoi. Une question ? Oui. Oui. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme l'a dit Marine, on a peut-être 800 indépendants. Non, peut-être un peu moins, mais globalement, aujourd'hui, on a un peu plus de 200 agents publics. Et le reste, ça a des personnes qui soit travaillent dans des ESN, soit sont indépendants. Et certains d'entre eux font même le pas de candidater sur des offres d'emploi public de contractuels et osent signer des CDD de 3 ans dans nos services parce qu'ils ont pris goût à l'intérêt général et à notre mode d'action. Et certains, finalement, après, passent des concours aussi. Je vais vous montrer. Là, vous avez à peu près toutes nos stats. Du coup, vous voyez à peu près le nombre de personnes qui sont indépendants ou prestataires. C'est les personnes qui travaillent pour des ESN.
Dans tous les cas, donc, si le programme vous a intéressé ou si vous souhaitez utiliser nos outils, vous pouvez vous rendre sur le site beta.gouv.fr. Et pour la suite, vous pouvez toujours nous contacter, soit directement quand vous trouvez qu'il y a un produit qui vous intéresse, vous pouvez les contacter. Là-bas, vous avez une personne, là, je vous connais, il y a Sylvie qui vous attend aussi pour l'immersion facilitée. Sinon, vous envoyez à contact@betagouv et on répond généralement. Merci. Mais voilà, on a perdu tout.